Donc ça c'est un détournement de la couverture de Charlie que j'ai fait fin janvier 2015. Autant vous dire que le titre du colloque me parle. Est-ce qu'il y a des étudiants dans la salle de l'école? Des anciens étudiants, merci. Non, je dis ça parce que j'espère que vous n'avez pas lu, en tout cas sérieusement, les quelques lignes de présentation de mon intervention dans le programme, parce que ça veut strictement rien dire. C'est du charabia que j'ai improvisé comme ça pour rire, comme si je rédigeais un mémoire de recherche, vous savez, celui qu'on affiche aux étudiants des écoles d'art maintenant. Évidemment, ce que j'ai fait dire à Umberto Eco n'a jamais été écrit, il n'a jamais écrit des fadaises pareilles. Bien. Je voudrais tout d'abord remercier mon collègue, artiste, directeur de cette école et ami de longue date, Jean-Marc Bustamante, à l'invitation personnelle de qui je réponds et à qui je dois le privilège de prendre la parole ici devant vous pour la première fois, tout en sachant que, pour garantir au moins symboliquement ma totale liberté de parole dans cette salle et ne désobliger personne pour autant, j'ai décidé de ne pas accepter d'honoraires pour cette petite contribution. Au moins comme ça, si à la fin de cette présentation vous vous dites que j'ai parlé pour rien, ça ne sera pas totalement une métaphore. Alors voyons s'il est possible de traiter du sujet de ce colloque, irresponsabilité de l'artiste, en commençant par une question de base. Qu'est-ce qu'un artiste? En effet, le hiatus formidable n'est pas seulement dans le titre. Dans la première phrase de présentation à l'intérieur du dépliant du colloque, il est très vite question de la seule responsabilité personnelle, sociale, politique de l'artiste, qui, est-il écrit, serait plus que jamais centrale. Alors avant d'accepter, de récuser ou de discuter une telle assertion, je crois qu'il faudrait d'abord tenter de définir ce que c'est qu'un artiste. Je vais esquisser la réponse à cette question en faisant référence implicitement à un essai absolument remarquable qui vient juste de paraître, intitulé « Fureur divine, une histoire du génie » de Darin McMahon, dont je vous recommande vraiment très fort la lecture. Plus explicitement, je m'appuierai sur deux passages d'Aristote et enfin sur le passage d'un texte que j'ai rédigé en 2010 au moment de l'affaire Polanski. Aristote, dans sa poétique, écrit « Imiter est en effet, dès leur enfance, une tendance naturelle aux hommes, et ils se différencient des autres animaux en ce qu'ils sont des êtres fort enclins à imiter et qu'ils commencent à apprendre à travers l'imitation, comme la tendance commune à tous de prendre plaisir aux représentations. La preuve en est ce qui se passe dans les faits. Nous prenons plaisir à contempler les images les plus exactes des choses dont la vue nous est pénible dans la réalité, comme les formes d'animaux les plus méprisées et des cadavres. Une autre raison est qu'apprendre est un grand plaisir, non seulement pour les philosophes, mais aussi pour les autres hommes. On se plaît en effet à regarder les images, car leur contemplation apporte un enseignement et permet de se rendre compte de ce qu'est chaque chose. Par exemple, que le portrait d'un tel, ce portrait-là, c'est celui d'un tel. Et si on se trouve de ne pas l'avoir vu auparavant, ce n'est pas en tant que représentation que ce portrait procurera le plaisir, mais en raison du fini dans l'exécution, de la couleur, ou, ajoute Aristote, de toute autre cause de ce genre. Or, celui qu'on a longtemps supposé être le même Aristote, dans un autre texte intitulé « Problématique 30 », commence par une interrogation. Pourquoi les hommes qui se sont illustrés en philosophie, en politique, en poésie et dans les arts étaient-ils bilieux, mélancoliques, au point de souffrir des maladies qui viennent de la bile noire, mélancolia? Je n'ai bien évidemment pas les compétences philosophiques nécessaires pour me lancer dans une longue, ni même une courte dissertation sur ces deux passages, mais ce qu'écrit Aristote est fondamental. D'une part, ce qu'il affirme sur la tendance naturelle des hommes à imiter dès leur enfance s'est trouvé confirmé depuis quelques dizaines d'années avec les progrès des sciences cognitives, de la neuro- et de la pédopsychiatrie et la découverte révolutionnaire du fonctionnement des neurones miroirs. Le second point fondamental est qu'Aristote établit un lien entre l'excellence dans les arts et un comportement problématique, excessif, pathologique.
Dès lors, les philosophes, les écrivains, les scientifiques n'auront de cesse de traquer ce qui, en l'artiste, est la cause à la fois de son génie et ou de sa pathologie caractérielle fréquente. C'est l'histoire de la quête de cette question que nous raconte le livre de Darin McMahon que je vous ai recommandé. Et j'en viens maintenant à l'extrait du texte que j'ai écrit au moment de l'affaire Polanski. Vous le trouvez sur Internet, hein, si vous écrivez Polanski, juif, génie, bouc émissaire, vous l'avez en ligne. Mais c'est un long texte dont je ne vous... Non, c'est pas de la publicité, c'est... Je sais qu'on peut faire ça sur les tablettes, mais je vous lis seulement un passage du texte. Qu'est-ce qu'un artiste de génie? C'est un voyant, entendant Arthur Rimbaud, et j'ai vu quelquefois ce que l'homme a cru voir. Oui, aussi loin qu'on remonte dans l'aventure humaine, le génie de l'artiste se confond avec l'origine même de notre conscience. Depuis Lascaux, Cosquer, Chauvet, sans doute bien avant, c'est lui et lui seul l'artiste qui a continuellement inventé, révélé, façonné, exploré et étendu les limites de la sensibilité des hommes. Ce privilège a conféré à l'artiste de génie une sorte de statut symbolique aussi étrange qu'exorbitant, celui de fossile vivant de la conscience humaine. Car de quel lieu inaccessible parle-t-il? De quelle autorité éternelle se prévalent-ils ceux qui s'autorisent à dialoguer d'égal à égal avec Virgile, comme Dante ou Victor Hugo, avec les peintres de Lascaux ou Velázquez, comme Picasso, voire à rectifier une partition de Mozart, comme Glenn Gould? Considéré sous cet angle, on entrevoit alors que la vindicte contre le génie, au-delà même du processus de violence mimétique qui déjà avait poussé Caïn à tuer son frère Abel, cette vindicte aurait donc quelque chose à voir aussi avec une obscure pulsion de meurtre contre le Père, un Père demeuré éternel. Le génie, en effet, est indestructible temporellement, incontrôlable psychiquement, inaccessible cérébralement, inégalitaire socialement, inquiétant humainement et injuste métaphysiquement. Pour toutes ces raisons, il paraît inacceptable à la société. Et Oscar Wilde, qui s'y connaissait, avait résumé la question d'un trait. Le public est vraiment tolérant, il pardonne tout, sauf le génie. Mais le public de Wilde ne désignait pas la meute populacière de ce qu'on appellerait aujourd'hui les dominés-dominés. Ceux-là, bien que récemment relocalisés de leurs écrans de télé vers ceux d'Internet ou de leurs smartphones, savent hélas trop bien à quelle distance réelle les relèguent leurs conditions exploitées. Et c'est sans doute aussi pour cela qu'ils absolvent si résolument Lance Armstrong ou Michael Jackson lorsque ces derniers transgressent la loi, la morale ou les règles sociales. Non, le public dont il est question, le public vraiment tolérant de Wilde, est donc un autre public, une foule plus restreinte, celle des dominés-dominants. Ceux-là, les dominés-dominants, en éternel premier de la classe, qui n'ont jamais su qu'être, connaissent généralement bien la légende dorée des grandes rivalités artistiques entre Mozart et Salieri, Molière et Corneille, Picasso et Braque, les Beatles et les Beach Boys, suffisamment au moins pour éprouver douloureusement chaque jour et à leur propre dépens qu'à travail ou à mérite égal, le génie possédera toujours un avantage injuste mais décisif sur le plus méritant des tâcherons. Le mérite, chez le petit bourgeois, c'est la conscience malheureuse de n'avoir que ce qu'on. Mais derrière ce problème se profile une autre question. Les sociétés libérales petites bourgeoises ont-elles encore la moindre nécessité de tolérer des génies en leur sein quand des flics, des profs, des sociologues, des entrepreneurs méritants, voire des curateurs, suffiraient à superviser la machine? Comme il était à prévoir, le méritologue Yves Michaud, ancien directeur de cette école et présentement philosophe, n'y est pas allé par 4 chemins en déclarant sur France Culture qu'on pourrait ouvrir un débat sur la castration chimique des délinquants sexuels, et je cite mot à mot, y compris de Polanski. L'usage de l'expression « ouvrir un débat » n'était évidemment qu'une simple précaution de style, car l'idée démente qu'un génie puisse mériter d'être castré n'est hélas pas nouvelle. Ainsi, Abélard, autour de 1118, comptait-il parmi les philosophes et les théologiens les plus éminents de son époque. La chose, cependant, n'impressionna guère l'oncle d'Héloïse qui, ne se nommant pourtant point Yves Michaud, envoya nonobstant ses hommes de main castrer Abélard, qui avait eu selon lui le tort de suborder sa nièce âgée de 15 ans. Il y a peu, on utilisait le bel oxymore de monstre sacré.
L'expression désignait un très grand artiste dont les travers, plus ou moins connus publiquement, étaient tolérés, voire considérés comme faisant partie intégrante et presque nécessaire de sa substance d'être différent. Mais depuis quelque temps, tout se passe comme si l'ancienne crainte révérencieuse du monstre sacré devait le céder à une traque sociale sans merci de la déviance, fût-ce à coup de soft répression comme les réhab ou les reconditionnements hormonaux, la castration chimique, et l'issue d'un processus, hélas, imprévisible. En éradiquant leurs monstres sacrés, au lieu de les comprendre, nos sociétés parviendront sans doute facilement à abolir un sacré dont elles n'ont plus que faire, mais elles ne parviendront certainement pas à anéantir les monstres. Au contraire, et comme le pressentait déjà Alban Berg dans ses opéras Woyzeck et Loulou, il n'en résultera qu'un face-à-face toujours plus violent entre de nouveaux monstres de plus en plus purs et de vieilles sociétés de plus en plus dures. De tout temps, les sociétés ont été confrontées au dilemme. Sans art, c'est-à-dire sans artiste, sans poète, sans génie, point de civilisation. Mais sans ordre, point de société. Le problème étant que les artistes et les génies sont littéralement et comme par nécessité des fauteurs de troubles. Nos sociétés ressemblent par conséquent à ces lièvres acrobatiques des sculptures de Barry Flanagan, en quête perpétuelle d'un équilibre improbable entre un ordre nécessaire sur lequel elles soclent leur perpétuation et le risque des contorsions hyperboliques auxquelles elles se savent inéluctablement condamnées pour poursuivre leur évolution. Sur ces questions, nous ne manquons pourtant pas de recul historique. Aristote, on l'a vu, avait dressé un parallèle célèbre entre les manifestations excessives de la mélancolie, de l'ivresse et du génie. Quant à la réprobation populaire de la prédation sexuelle des filles, c'est un fait anthropologique d'autant moins contestable qu'il constitue l'argument du plus vieux texte que l'on connaisse de l'humanité, l'épopée de Gilgamesh. Mais justement, ayons soin de comparer les récits. Le massacre des hommes de Sichem, par exemple. Après le viol de Léa, la fille de Jacob dans le livre de la Genèse, où tous les hommes sont massacrés, et l'invention sublime par un poète acadien d'un héros, Enkidu, qui seul parviendra à détourner le roi Gilgamesh de ses entreprises prédatrices dans l'épopée de Gilgamesh. Gilgamesh niquait toutes les filles de sa ville, les femmes de ses valets, les filles, etc. Donc la population n'en peut plus et on invente un héros pour distraire le roi des viols perpétuels qu'il commet. Ou bien comparons la mutilation infligée à Abélard, la castration, avec les 116 lettres impérissables que s'écriront ensuite les deux époux séparés. On comprend alors quelles étendues peuvent séparer deux réponses à un même problème. Ces étendues sont celles qui précisément séparent le génie créateur de la barbarie. Et je concluais mon texte ainsi, qui est un petit peu anachronique dans ce contexte, mais à la fin je crois qu'on peut retomber sur les deux pieds du raisonnement. Je finissais par impardonnable Polanski, impardonnable génie et impardonnable juif, car c'est ici la même chose, non parce que tout juif serait nécessairement un génie, mais parce que la figure du juif et celle du génie partagent plus d'un trait en commun, qui dans le cas particulier de Polanski se confondent. Le juif et le génie sont des humains ordinaires, mais des êtres différents qui, par choix ou par fatalité métaphysique, ont inventé de toutes pièces imaginables et compliquées des manières d'être au monde radicalement différentes, des visions, des pratiques, des observances totalement singulières, qu'on verrait contre tout, c'est son goût et parfois jusqu'à l'absurde à pratiquer, perpétuer, interroger, réinterpréter et transmettre à travers le temps, les âges et l'espace. Et ces visions, maintes fois, ont été à la source de grandes transformations du monde. Est-ce que je ne suis pas soudain pris d'un accès de dépression lyrique? Alors révisons brièvement quelques classiques du préjugé antisémite. Les juifs seraient liés à l'argent, d'une race à part, se soutenant les uns les autres, corrompant ou sacrifiant les enfants, ne voyant pas le monde comme les autres, ne collaborant qu'entre eux, profiteurs, parasitaires, ils seraient arrogants, dominateurs, complotent à l'affaiblissement des valeurs communes dans le but de contrôler le monde, ils seraient une minorité agissante qui a ses relais partout. Maintenant, vous remplacez le mot juif par artiste ou génie et vous vous apercevez que les deux litanies, en fait, se superposent assez bien. Le cas de l'affaire Rushdie l'avait montré, l'affaire Polanski le confirme, et depuis que j'ai écrit ce texte, j'aurais pu rajouter l'agression physique contre Paul McCarthy et le sabotage de son œuvre Place Vendôme, ou encore 2 mois plus tard le massacre sanglant des artistes de presse de Charlie. Tous ces cas nous le confirment. La persécution du génie est un signe pathologique précurseur de régression dans une société. Comment ne pas voir dans le piège sournois qui avait été tendu à Polanski le retour du refoulé abject de l'antisémitisme,
retour abject du refoulé antisémite. Et cette remarque vaut également pour les attaques de Charlie, puisqu'en même temps qu'on a attaqué Charlie, on a attaqué l'Hypercacher. Et donc l'affaire Polanski, comme l'affaire Rushdie en son temps, et ce qui s'est passé en France depuis, nous concerne tous. Je précise que je suis athée, parfaitement laïque. Jamais, depuis que je suis artiste, j'ai eu l'illusion personnelle de me croire un génie, et pourtant, depuis quelque temps, je me sens, moi aussi, comme un juif persécuté. Conclusion. L'artiste est un voyant, un prophète, et potentiellement aussi un monstre. Exiger de lui la responsabilité et donc, d'un certain point de vue, un non-sens ontologique et historique. On ne dit pas à Homère, à Shakespeare, aux peintres de la Grotte Chauvet, à Gustave Courbet, à Lucian Freud, à Pierre Guyotat, à Sade, qui a écrit son œuvre durant 30 ans en prison, à Paul Révérol, à Eugène Leroy, à Hermann Nietzsche, à mon ami Michel Journiac, à Nicolas Poussin, à Jean-Michel Basquiat, à Raoul Ruiz, à Jean-Luc Godard, à Prince, à Gesualdo, à Pollock, à Gazurowski, à Marcus Lupertz, à Joseph Beuys, à Kurt Schwitters, qui a construit le Merzbau clandestinement dans une grange, à Jake et Dino Chapman, ce qui est responsable ou non de faire. Pas question. L'artiste représente ce qui s'impose à lui, ses visions chimériques ou bien le réel. Les bisons à Lascaux, les boîtes de lessive dans les supermarchés américains ou les images de violence du monde qui nous parviennent à travers les médias de masse. Cela ne signifie pas naturellement que l'artiste peut s'autoriser impunément toutes sortes de délits ou de crimes. Je veux dire plus prosaïquement que nous devons trouver des moyens civilisés de gérer ces questions. Et ces possibilités existent, mais ce n'est pas le sujet de ce colloque. Juste sur ces deux diapositives. Vous voyez, est-ce qu'il est bien responsable pour les grands artistes de la Grotte Chauvet et de Lascaux d'avoir dessiné un pubis, une vulve bestiale dans ce temple? Vous imaginez les gens qui ont fait Chauvet, et avant de partir, il y a quelqu'un qui au centre dessine une grosse chatte poilue avec un bœuf qui monte dessus. Est-ce que c'est responsable d'avoir fait ça? Et la question doit se poser à travers ces termes-là. Alors, je crois qu'on va passer à la deuxième partie de cette petite argumentation. J'espère avoir le temps de faire tout, sinon je vais accélérer. On a vu, qu'est-ce qu'il y a d'artiste, la responsabilité et l'affaire d'État. On a entendu parler pendant ces 2 jours de régime arabe, de Russie, de Chine. Étrangement, personne ne s'est intéressé à la France, et ce qui en est sa marque la plus forte, l'État. Alors voici que par pure coïncidence, il se trouve que la jeunesse de ce pays, en marge des nuits debout ou des manifestations contre la loi travail ces jours-ci, est en train d'expérimenter à son tour les effets de la violence policière. Je dis à son tour sciemment, car pour la deuxième partie de cette intervention, peu de gens savent que la situation institutionnelle actuelle de l'art contemporain en France a été largement configurée par un acte fondateur marqué par la violence policière pure. Enfin, je ne sais pas si en régie on peut envoyer la petite vidéo qu'on a téléchargée. Il est 12 heures. Si ça ne marche pas, on va se débrouiller autrement, en réalité. Donc on abandonne cette idée de vidéo. Voilà, mais donc avant d'en venir à cet épisode, je fais un rapide retour historique en arrière. Disons qu'entre la Renaissance et 1850, l'art français ressemblait à peu près à ça. Un jardin bien ordonné, sous le regard et la surveillance directe du roi. Après 1850, et jusqu'à peu près aux années 1950, l'art en France a pris à peu près cette tournure-là. Paris et la France étaient la capitale mondiale de l'art. Et puis, il est survenu un événement, un gros coup de napalm, suivi d'un désherbage profond,
Et finalement, l'art en France s'est mis à ressembler à ça. C'est-à-dire des monocultures intensives, très productives, de nature à recouvrir le sol. Parce que si vous laissez le sol comme ça, évidemment, les mauvais arbres repoussent. Alors, de même que... Alors que s'est-il produit? Donc, je ne peux pas vous montrer la vidéo, c'est encore un complot. En 1972, il y a eu une exposition qui s'appelait Expo 72-72, organisée voulue par Claude Pompidou. Et vous trouverez très peu d'informations sur cette exposition qui se tenait au Grand Palais. Le premier pamphlet à droite de Jérôme Peignot, qui raconte la genèse de ce projet, avec les documents, qui est un pamphlet contre Malraux, a été interdit, saisi et passé au pilon. Et le second, vous le trouverez chez l'auteur, qui est un artiste, François de Rivry, qui est extrêmement précis. Donc, comme je ne peux pas vous passer la vidéo, vous avez là des captures d'écran, parce que la situation est la suivante. Donc, à la fin des années 50, Paris est la capitale de l'art, mais disons que les wagons de l'art officiel sont sur une voie de garage, alors que le train de l'avant-garde est en train d'accélérer. Paris perd sa place de capitale de l'art, New York pousse. Et le monde des avant-gardes est gagné aux idées révolutionnaires et marxistes. Donc il y a tout un tas de facteurs qui se conjuguent et le pouvoir décide de créer une nouvelle classe de fonctionnaires, d'une part, et d'essayer de montrer la scène française. Mais comme on est après 68, il y a des contestations gauchistes, et donc il y a une manifestation devant le Grand Palais, et l'inauguration de l'exposition va être l'occasion, on voit très bien, d'une charge de police, mais assez forte. Vous voyez, quelqu'un qui est très déterminé, voilà, et là, vous voyez, on voit assez bien qu'il y a eu des coups de matraque. À la suite de cet événement assez violent, qui est sans précédent dans une démocratie, où on a vu une caste de bureaucrates prendre le pouvoir sur les avant-gardes, et je crois qu'il faut dire qui étaient ces gens. Hein. Il y avait François Matet, Jean Clair, Alfred Pacman, mon ami François Barré, Serge Lemoine. Ces gens ont fait des grandes carrières, ils ont dirigé Beaubourg, cette école, le musée d'Orsay, Jean Clair était à l'Académie française. Mais le prix de cette action, de cette prise de pouvoir extrêmement violente, c'est que ça a divisé le milieu des artistes, là je cite François de Rivry, entre ceux qui étaient dans l'exposition, ceux qui refusaient d'être dans l'exposition, ceux qui étaient dans l'exposition, qui ont décroché ensuite. Et cette division dure jusqu'à ce jour. Et donc, ce que ça a produit, eh bien, c'est une sorte de nouvelle culture, comme je vous ai montré, je sais pas, le colza, le blé, le maïs. Et dans cette métaphore-là, on a ici l'artiste panacée institutionnel universel, c'est-à-dire des artistes qui peuvent servir à tout en toutes circonstances. Donc je vais en citer trois, donc je vais parler de corps dans la maison du pendu. On a d'abord Daniel Buren, qui est ici à Valmy, qui a fait une exposition en 89 avec l'armée française. Alors le choix qui a été fait, c'est de prendre des bons artistes, évidemment, pas des mauvais. Mais vous voyez, le geste de Buren est un geste pictural radical, des rayures, la fin de la peinture, mais ça sert à tout, à des parkings, à des défilés militaires, à de la décoration. Vous voyez même, ça c'est Valmy, mais ça, vous voyez, c'est Beaubourg-Malaga. Donc ça devient comme un sac Prada, c'est une marque, la marque Buren. Alors la force de Buren, c'est de critiquer l'institution dans l'institut, mais en réalité, ça devient autour de ça, et ça devient la marque de valorisation de l'institution. Juste une petite diapo sur Christian Boltanski, juste pour souligner une chose. En 1998, il fait une exposition au musée d'art moderne de la ville de Paris, et Jean-Yves Joannet, professeur dans cette école désormais, écrit: le problème de Boltanski n'est pas qu'il fasse un art qui fasse mention de la Shoah, mais qu'il prétende que ça n'y fait pas référence. Et en effet, c'était le problème. Et à Monumenta, donc Buren a fait Monumenta, Boltanski Monumenta, c'est la même chose, l'œuvre est ambivalente, elle n'est pas définie, sauf que dans le livre de français de classe de 3e de ma fille, eh bien, l'œuvre de Boltanski est bien classée dans la Shoah, dans l'art. Donc on a quelque chose d'assez puissant qui peut dire tout et son contraire. Et j'en viens à l'affaire, dans le genre art officiel, qui a quand même mis la France dans une situation de honte assez forte l'été dernier.
à Anish Kapoor à Versailles, où l'on retrouve notre ami Alfred Pacman, qui était déjà commissaire d'Expo 72. Là, il est commissaire de l'Expo Kapoor. Et il y a quelque chose d'absolument formidable, c'est que, évidemment, on a tous soutenu Kapoor, il fallait, devant les agressions antisémites contre son œuvre. Mais tout ce scandale, mélange de raisons d'État, de raisons mondaines et de provocation, a permis d'occulter absolument le sous-texte de Dirty Corner. C'est que Kapoor est soutenu par des grandes sculptures comme ça, ne doivent être faites qu'avec des mécènes. Kapoor est soutenu par Lakshmi Mittal, qui a loué Versailles pour marier sa fille pour plusieurs millions. Et moi, la lecture que je fais de Dirty Corner, c'est pas le vagin de la reine, c'est plutôt le god de ceinture qu'on a enfoncé dans le cul des ouvriers licenciés de Florange. Parce que c'est ça qui se passe. Pendant qu'on fait du scandale, pendant que les commissaires n'ont pas bien géré cette affaire, eh bien, on ne parle pas du fond, du sous-texte idéologique de ce genre d'exposition. Et évidemment, ça met l'art contemporain dans une situation absolument intenable, ça ridiculise la France. On est obligé, évidemment, de soutenir Kapoor quand l'œuvre est agressée, il n'y a pas de discussion là-dessus. Mais vous voyez, ça crée un malaise absolument terrible sur la question de la responsabilité. Qui n'a pas été responsable? Kapoor, le commissaire, Versailles, qui fait des expos mondaines, alors que Versailles est un lieu où on a fait... C'est le premier parc à thème de l'histoire, Versailles, vous savez. Et Louis XIV a fait ce lieu pour faire pourrir la noblesse. C'est pas du tout un lieu de prestige, c'est un lieu qui raconte. Il y aurait une histoire du Versailles, une expo du Versailles révolutionnaire à faire. Mais on tord le sens de Versailles. Et donc cette manipulation organisée par l'État nous pose à nous des problèmes. Alors je me suis longtemps demandé pourquoi c'était comme ça. Moi je me suis impliqué dans un certain nombre de causes sur lesquelles je ne vais pas m'étendre aujourd'hui, mais ça n'est pas possible d'échapper à cette contrainte-là, parce qu'en réalité, voilà, la seule chose qui soit sacrée et incritiquable en France, c'est le pouvoir d'État. Et vous voyez bien que depuis la Ve République, c'est-à-dire depuis la fin des années 50, quand toute la scène française a commencé à s'écrouler, est montée en puissance une organisation assez spectaculaire et monarchique et centrée sur les figures du régime de la Ve République. Diapo blanche. Donc, troisième partie rapidement. Lire Mission impossible. Donc, je voudrais dire aux étudiants qui sont dans cette salle que ne pas tenir compte de ce que je leur dis et surtout de ne pas faire ce que j'ai fait. Par exemple, si vous trouvez que cette photo officielle du président Chirac par Bettina Reims, donc qui est spécialisée dans les photos de nus, si vous la trouvez grotesque et anachronique, vous voyez la photo coupée au ras de la quéquette, les mains dans le dos, dans le parc, dans le jardin, avec le petit sourire aux lèvres. Donc si vous trouvez ça anachronique, n'ayez pas de fantasme comme moi, n'imaginez pas Chirac sous la forme d'un cerf qui bande et qui pisse, qui hurle en face, en fait. Parce que vous ne serez plus jamais invité dans une exposition internationale. Si vous êtes quand même surpris que, chose sans précédent, une photo de nu d'un mannequin qui est devenu entre-temps l'épouse du président de la République passe en vente publique et fasse 100 000 euros comme ça, donc si cette photo vous fait fantasmer parce que vous la trouvez à la fois troublante et anachronique, surtout, ne fantasmez pas, ne faites pas comme moi, n'imaginez pas que cette photographie pourrait être la source d'une œuvre qui pourrait donner ça. Parce que là, vous aurez chez vous 4 flics qui débarquent avec des flingues et qui viennent dans votre atelier pour vous impressionner. Si vous trouvez un jour dans Paris Match un article complètement bidonné sur la pseudo-réconciliation de Sarkozy avec Cécilia, et que vous trouvez que cette image est abjecte, grotesque et sexiste, alors surtout, ne faites pas ce que j'ai fait, n'imaginez pas, voyez, avec une vision délirante, que avec un rayon X, d'un seul coup, ils sont dans un pipe show qui s'appelle Come Again. Vous voyez ? Ne faites pas ça parce qu'un ami haut fonctionnaire m'a dit là, ils vont détruire ta vie et ta famille.
Et donc j'ai pas fait cette pièce, mais pas parce que j'avais pas envie, mais parce que quand même c'était beaucoup d'énergie et personne n'a voulu me financer. Il n'y a pas un mécène, un collectionneur qui a accepté de m'aider pour ça. Alors je continue, puisque là c'est... Voilà. Si vous trouvez que l'ex-commissaire d'Expo 72, ex-directeur de cette école, ex-directeur du Musée national d'art moderne, manifeste une américomanie extrêmement troublante, oui, troublante au sens sexuel, et que donc vous avez le fantasme de le voir comme une espèce de go-go boy français officiel de l'art américain, et que vous imaginez qu'il a entre les cuisses un drapeau fra-américain. Là, il peut faire des choses du genre, alors il y a tout ce que je ne sais pas, mais par exemple un jour on a découvert qu'à Beaubourg, quand on tape, c'est fini, hein, mais quand on tapait mon nom dans les ordinateurs du centre, c'était interdit. Les liens vers mon blog étaient interdits. Et on a même essayé, on a appelé au MoMA, j'ai un conservateur de Beaubourg qui m'a dit, ils ont appelé au MoMA pour t'interdire l'accès à l'Expo Dada. Voilà. Alors, vous imaginez si c'était Ai Weiwei à Pékin, s'il y aurait dans le canard enchaîné. En France, regardez, vous rigolez, mais vous trouvez ça normal. Bien, ça doit être normal, ça fait partie de notre culture. Alors, si vous tenez bien compte de ce que je vous ai dit, que vous ne faites pas ce que j'ai fait, que vous n'êtes ni fast ni furious, vous avez une chance de finir comme ça. Vous pourrez poser à côté de l'homme le plus riche de France, à la queue leu, sous des étagères où on présente des mâles en faux cuir. Donc je finirai par cette sculpture, c'est ce monument à George Orwell. Si la liberté signifie quelque chose, cela signifie le droit de dire aux gens ce qu'ils ne voudraient pas entendre. Je vous remercie.